Ça me fait très plaisir d'être ici pour effectivement partager un petit peu mon livre, ce qu'il y a derrière le livre, peut-être plus important. Et ça me fait très plaisir parce que je crois que c'est la première fois, sauf erreur de ma part, que je reviens au Maroc. C'est la première fois que je reviens pour travailler avec vous. Depuis cette aventure sur les études africaines comparées de ce que l'on a fait à l'époque, surtout au l'UEG, comme gouvernance économique, où j'ai vraiment eu la joie de travailler avec des collègues marocains, mais également tout un réseau d'étudiants du Maroc, d'Afrique subsaharienne, d'Europe, notamment dans le cadre de très belles universités d'hiver que Nadia, et surtout Nadia, et accessoirement moi-même, avions préparé. Ça, c'était une aventure assez extraordinaire. Alors évidemment, depuis, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu le Covid, il y a eu un tremblement de terre qui a beaucoup ému les Français, parce que c'est vrai que même des liens, quels que soient les liens ici, savoir sur le diplomatique, ils sont des liens très anciens de confraternité, notamment dans le domaine des sciences sociales. Donc, c'était vraiment avec beaucoup de plaisir et de gratitude que je vais essayer de partager avec vous quelques idées. Je vais partir de ce bouquin, L'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique. Le titre peut vous paraître un peu curieux, bon, ça n'a rien à voir avec l'électricité, etc. Il y a toujours le risque qu'il se retrouve effectivement à la FNAC dans le rayon électrique, je ne sais quoi. Mais en fait, c'est un livre, sociologie historique et comparée du politique. Et j'ai envie de partager ce livre avec vous parce qu'il est un peu le fruit d'un itinéraire. Je fais partie d'une génération de chercheurs qui a eu la chance assez extraordinaire. Je sais que c'est presque obscène d'en parler aujourd'hui parce que les conditions d'université dans le monde se sont terriblement dégradées. Donc j'ai eu la chance de pouvoir mener institutionnellement un itinéraire de recherche qui est un itinéraire personnel, malheureusement dans la longue durée, parce que je ne suis pas tout jeune, et qui est aussi, enfin c'est un itinéraire personnel, mais un itinéraire qui naturellement se situe par rapport à un champ scientifique, par rapport à des questionnements scientifiques, euh, originellement venant de la science politique, mais au fond, j'ai toujours travaillé, on dit aujourd'hui de manière un peu pompeuse, de manière pluridisciplinaire, transdisciplinaire, euh, j'ai toujours travaillé avec des collègues d'autres disciplines. Je préfère dire les choses comme ça. Euh, et notamment, ayant fait ma thèse sur le Cameroun, et à peu près aucun politiste ne s'intéressant à l'époque au Cameroun, donc euh, inévitablement, et ça a été une chance pour moi, j'ai travaillé immédiatement avec des anthropologues, avec des sociologues, des géographes, etc. Donc au fond, moi, ma démarche elle a toujours été transdisciplinaire, je ne sais quoi, mais et ethniquement, si vous voulez, si je puis dire, je ne me reconnais pas spécialement comme étant politiste. Euh, alors, l'intention de ce livre, ça a été de continuer à faire fructifier ce champ de la sociologie historique du politique. Et au fond, depuis ma thèse qui avait donné lieu à un ouvrage, L'État au Cameroun, j'ai toujours réfléchi à la même question, euh, celle de l'historicité propre des sociétés politiques. Parce qu'au fond, on a des sciences sociales qui, pour toute une série de raisons bonnes et mauvaises, sont indissociables de l'expérience historique de ce qu'on appelle l'Occident. Et pourquoi pas, mais on comprend bien aujourd'hui que cette expérience originelle de l'Occident comme matrice de l'évolution sociale, euh, tout cela ne peut avoir un sens que si on arrive à véritablement universaliser, globaliser, ou là aussi on peut avoir le vocabulaire que l'on veut, ce questionnement. Donc, je me suis interrogé sur l'historicité propre des sociétés politiques, et à l'époque, travaillant sur l'Afrique, c'était une vraie question, parce que vous voyez bien comment
sociologue historique du politique, travaillait évidemment sur l'Occident, sur l'Asie, sur l'Amérique latine. Donc il y avait une certaine circulation des savoirs, mais par définition, évidemment je vais le dire maintenant, l'Afrique n'ayant pas d'histoire, vous savez qu'il y a des grands penseurs qui disent, par exemple à Dakar, l'Afrique n'ayant pas d'histoire, l'Afrique ne pouvait pas relever la sociologie historique du politique, par définition. Et donc ma question initiale était c'est bête comme ça, c'est-à-dire bon, peut-être que je suis un peu plus compliqué, peut-être que l'Afrique a quand même une histoire, et peut-être que l'État contemporain, tel qu'effectivement il était implanté à travers l'expérience historique de la colonisation, nous pourrions mieux le comprendre si on le lisait, si on l'analysait à la lumière d'une histoire de plus longue durée. Et cette idée initiale assez simple, j'ai continué à y réfléchir jusqu'à écrire ce livre, L'énergie de l'État. Donc ce livre, il se situe dans la continuité de toute une série de publications que j'ai faites, l'État au Cameroun, ensuite l'État en Afrique, la politique du ventre en 1989, l'illusion identitaire en 1996, le gouvernement du monde en 2004, je crois, et puis l'islam républicain, Ankara, Téhéran, Dakar, en 2010, pour une série d'autres essais, mais pour moi, il y a une certaine unité à travers tous ces livres. Et j'ai été amené, avec cette idée de l'historicité politique, j'ai été amené à développer un paradigme qui prend un petit peu à rebrousse-poil les idées communes que nous partageons, notamment parce qu'on regarde tous la télévision, tous les journaux, etc. Au fond, je crois que nous sommes prisonniers d'un contresens. Nous avons tous l'idée que nous vivons dans un monde globalisé, où la mondialisation est de plus en plus évidente. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous vivons dans un monde d'État-nation, grosso modo. Et puis troisièmement, on comprend bien que le monde est balayé par des problématiques identitaristes. Donc l'islam politique, l'islam djihadiste, les mouvements identitaristes en Europe, on qualifie parfois de populistes, on voit l'élection de Trump, America First, on voit qu'on est dans un monde qui se définit de plus en plus en termes d'identité et sur un mode de plus en plus exclusif. Et on a un peu tendance à postuler que ces trois logiques sont des logiques contradictoires. C'est-à-dire qu'au fond, les globalisations mettraient en cause la souveraineté de l'État. Et on a également le sentiment que la globalisation met en cause nos identités. On parle parfois de McDonaldisation du monde, et qu'au fond, ce qui est en cause, ce sont nos identités. Et parfois, on pense que l'État-nation écrase les identités. Par exemple, le modèle jacobin français, qui a un peu tendance à éradiquer ce qu'on appelle les régionalismes. Au Maroc même, il y a eu cette question de la définition de l'identité culturelle du Maroc, arabe, azir, etc. Donc on est un peu dans ces logiques, mais toujours sous la forme d'un jeu un peu assommé. Et en y réfléchissant de livre en livre, et je crois que j'ai commencé à me poser la question à partir de l'illusion identitaire en 1996, et j'ai commencé à la poser de manière explicite dans le gouvernement du monde en 2004, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas franchement comme cela. Et que ces trois logiques que nous avons tendance à poser comme étant contradictoires l'une par rapport à l'autre, l'universalisation du monde, l'État-nation et les identités, ou la culture, qu'en réalité, ces trois logiques constituaient une combinatoire, une synergie, et que tout ça allait ensemble. Alors, premier sommet du triangle, c'est ce qu'on appelle la globalisation. Moi, je préfère parler d'intégration du monde. Et là, je voudrais faire deux ou trois remarques. La première, c'est que c'est quand même une vieille histoire.
Les historiens nous disent volontiers que l'islam, c'était la première logique de globalisation, l'expansion de l'islam dans les premiers siècles de l'Hégire. On pourrait aussi dire le christianisme, pourquoi pas. On pourrait rappeler que le judaïsme, à l'origine, était une religion universaliste. Et on peut même parler de, Jaspers, je crois, donnait l'Ajaxial et les émergences des grands monothéismes, y compris le zoroastrisme. Et puis évidemment, on sait bien que dès l'Antiquité, pour rester dans l'histoire, dès l'Antiquité, il y avait une circulation mondiale des objets, que par exemple dans le Sahara, on trouve des perles qui viennent d'Asie du Sud. Et tout cela remonte à l'Antiquité. Donc la globalisation, c'est évidemment une vieille histoire. Une fois qu'on a dit globalisation, intégration du monde, on n'a pas dit grand-chose parce qu'on sait que cette logique de l'intégration du monde, elle est elle-même très différenciée. Il y a par exemple une intégration aujourd'hui du marché des capitaux qui est beaucoup plus poussée que l'intégration du marché des biens, parce qu'il y a toute une série d'effets de protectionnisme plus ou moins déguisés. Il y a une intégration du marché international de la force du travail, mais évidemment, on sait qu'elle est très contrainte par des politiques anti-migratoires qui sont devenues particulièrement venimeuses aujourd'hui dans le monde contemporain. Il y a une intégration de la religion, enfin de la dimension religieuse, avec l'expansion des missions chrétiennes au XIXe siècle, de l'évangélisation, mais également l'expansion de l'islam, qui a beaucoup bénéficié paradoxalement de la colonisation. Et aujourd'hui, on parle d'un islam mondialisé, par exemple, avec Olivier Roy. On sait bien que la question islamique aujourd'hui, elle se pose en Amérique du Nord, elle se pose en Europe, avec une partie importante de la population qui est de religion musulmane. Il y a une intégration technologique du monde avec Internet, une intégration scientifique du monde. J'en suis un exemple, je suis français, je fais une conférence au Maroc, etc. etc. Et on admet aussi aujourd'hui, je crois que même les marxistes les plus intransigeants l'admettraient aujourd'hui, que chacun de ces effets d'intégration a sa logique propre et que tout ça ne se ramène pas à une infrastructure capitaliste ou je ne sais quoi. Donc on est dans un monde de plus en plus intégré, mais deuxième sommet du triangle, l'un des effets de l'intégration du monde, l'une des manifestations de l'intégration du monde, c'est l'universalisation de l'État-nation comme forme légitime de gouvernement. Et là, vous voyez que je prends un petit peu le sens commun à rebours-poil. Et je voudrais en donner deux exemples. Alors, j'ai oublié de dire que mon raisonnement, il porte vraiment sur le 19e siècle à aujourd'hui. Et pour moi, on n'est pas sorti du 19e siècle. On est toujours dans la même logique. Et cette logique, c'est justement cette logique de la triangulation entre les trois logiques, les trois dynamiques que j'ai évoquées. Donc, si on prend le 19e siècle, une date un peu fétiche, en tout cas en Europe, c'est 1848, les révolutions de 1848, ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Donc c'était le grand moment de l'État-nation, dans le sillage un petit peu de la Révolution française, et dans un monde qui est encore largement composé d'empires, et qui se voit confronté à ce réveil des nationalités, comme on disait à l'époque, ce printemps des peuples, mais simultanément, c'est également le triomphe du libre-échange. C'est le triomphe des grandes lignes de chemin de fer, c'est le triomphe des lignes télégraphiques sous-marines qui relient les différentes parties du monde. Donc on voit très bien comment vont simultanément, vont de pair, l'intégration du monde et cette revendication de l'État-nation. Si on se projette un siècle et demi plus tard, en 1989-1990, crise de l'Union soviétique. L'Union soviétique éclate, elle ne se dissout pas dans le marché. Elle épouse, peut-être pas l'économie de marché, mais en tout cas la logique du capitalisme, qui est plutôt le capitalisme d'État et le capitalisme d'oligarque dans le cas de la Russie. Donc vous avez le monde soviétique tombe dans l'escarcelle du capitalisme mondial, mais
donne également naissance à un système d'État-nation, non seulement un système d'État-nation, mais un système d'État profondément nationaliste, dont Vladimir Poutine est l'incarnation, et qui se heurte à un autre nationalisme, qui est le nationalisme ukrainien. Donc on a cette même concomitance de l'intégration, on va dire, capitaliste du monde pour aller vite, et de l'universalisation de l'État-nation sur les ruines de l'internationalisme socialiste, prolétarien, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qu'il faut apprendre à penser ensemble. Et puis, troisième logique, c'est la logique de l'identitarisme. Mon hypothèse, peut-être un peu paradoxale, c'est que l'identitarisme, le culturalisme, cette idée que nous sommes tous dans nos cultures, qu'on a tous une culture, une identité, c'est paradoxalement l'idéologie de la globalisation. Et cette vision identitariste du monde, on la voit émerger précisément au XIXe siècle. Alors vous avez la version savante, c'est ce que l'on appelle l'orientalisme, que Edouard Saïd stigmatisait. Ça, c'est la version érudite. Hein, donc, on a pu dire l'invention des grandes civilisations, la civilisation hindoue, même des collègues qui sont, eux, de vrais spécialistes de l'islam, vont jusqu'à dire que, entre guillemets, l'islam, c'est-à-dire cette idée d'une civilisation islamique ou d'une civilisation arabe dans sa grandeur, etc., est très largement une invention de l'érudition du XIXe siècle. Et que les musulmans ne se pensaient pas forcément dans les termes convenus d'une civilisation islamique, par exemple au XVIIIe ou au XVIe siècle. Et puis même, alors évidemment, il y a un continent sans civilisation, c'est l'Afrique, bon, par définition. Donc, mais là, on a inventé la tradition. Les Africains sont dans leur tradition, non très primitiviste de l'Afrique. Mais si vous prenez un État-nation comme la France, qui est très jacobin, l'idéologie républicaine de la France, c'est évidemment le modèle jacobin, mais c'est simultanément les petites nations. Il y a un livre fétiche de la Troisième République française, très assimilationniste, très centralisatrice, très jacobine, c'est le Tour de France de deux enfants, où vous avez deux enfants qui font le Tour de France et qui s'émerveillent de la diversité de la France, qui évidemment est une création de Dieu et qui est une jardin paradisiaque, avec tous ces terroirs, tous ces attachements comme ça, provinciaux, qui se conjuguent de la grande idée républicaine. Donc c'est ce qu'on a appelé la France des petites patries. D'ailleurs, la France s'est exportée dans son empire colonial. Et mon collègue Étienne Smith, qui lui-même était chercheur de la chaire d'études africaines comparées, a bien montré comment l'école coloniale, dans l'empire colonial français, a véhiculé cette idée des petites patries, dont l'ethnicité est un peu introduite déroulée. Donc, nous pouvons penser simultanément la globalisation, l'universalisation de l'État-nation et notre attachement à une vision identitariste. Tout cela fait si très. Et je pense qu'une des grandes difficultés aujourd'hui de la pensée philosophique, de la pensée politique, c'est de ne pas parvenir à comprendre cette combinatoire, cette synergie, et à constamment raisonner en termes de jeu à somme nulle entre des logiques. Et je crois que c'est la grande crise aujourd'hui idéologique, par exemple, de la gauche en Europe. C'est qu'elle continue à essayer de penser la nation contre la globalisation et la globalisation contre la culture et l'identité, alors que ça fait système. Et que faute de comprendre cette dynamique, cette synergie, eh bien, nous pataugeons littéralement, comme on dit en France, de manière très familière, je sais pas si c'est un dommage au Maroc, ou à l'Algérie ou à la Tunisie, on patauge dans la semoule. Et voilà, c'est pas. Voilà, donc c'est un petit peu cette idée que j'essaye
d'explorer. Et alors là, je dois dire que c'est un peu ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire. Le meilleur symbole de cette triangulation, c'est un fromage français, mais qui est un fromage rond. C'est terrible, mais je n'ai pas trouvé de fromage triangulaire en France. Alors pourquoi un fromage rond? Pourquoi le camembert? Parce que l'histoire sociale du camembert, l'histoire culturelle et politique du camembert, elle est parfaitement exemplaire de cette triangulation. C'est-à-dire que le camembert, bon, par définition, c'est vraiment le fromage, le pays d'Auge, la Normandie, la fermière avec sa grande louche, etc. Donc c'est vraiment une forme de culturalisme alimentaire. Mais simultanément, c'est bien sûr l'incarnation de l'identité française. Bon, tout le monde, enfin le monde entier s'imagine les Français avec un camembert, une baguette de pain et un béret. C'est vraiment, et effectivement, le camembert a été par exemple un grand fromage de la Première Guerre mondiale, puisque les poilus dans leurs tranchées qui défendaient l'Hexagone, ce qui restait de l'Hexagone contre le méchant allemand, étaient largement nourris de camembert et de vin rouge. Bon, la Première Guerre mondiale a été un grand élément d'unification de la société française, parce que toute la France du Nord a appris à boire du vin rouge, alors qu'elle buvait autre chose, de la bière ou du cidre, et toute la France a appris à manger du camembert, parce que... et ce qui montre que, premier sommet du triangle, le camembert est aussi un pur produit de la globalisation capitaliste, parce que la production s'est industrialisée. Évidemment, on est dans l'invention de la tradition, il n'y a plus beaucoup de fermières avec leurs louches qui font du camembert, maintenant c'est la Calice, il y a des usines qui font du camembert, et le camembert est un fromage globalisé, parce que dès le début du XXe siècle, ces pervers de Danois ont commencé à faire de la contrefaçon et à faire du faux camembert comme ils ont fait du faux roquefort. Donc là, vous avez un fromage qui illustre parfaitement la triangulation dont je vous parle, mais qui nous rappelle par sa forme ronde que nous sommes non pas dans un monde de structure, mais dans un monde de contingence, et que nous devons toujours comprendre les paradoxes de l'histoire. Donc mon paradigme, c'est pas du tout un système, et le fait que ce qu'il exprime le mieux, c'est un fromage rond, vous êtes là pour vous le rappeler de manière très pédagogique. Bon. Et nous devons bel et bien comprendre les paradoxes et la contingence de l'histoire. Et pour ça, moi j'ai ma discipline fétiche, mais après on l'appelle là aussi comme on veut, donc c'est la sociologie historique et comparée du politique. Qu'est-ce que la sociologie historique et comparée du politique? C'est d'abord le souci de sociologiser le passé, c'est-à-dire de considérer l'histoire avec des concepts de sociologie. Et de sortir d'une histoire strictement événementielle, une histoire de bataille, 1515, Marignan, etc., etc. Je connais trop mal l'histoire dans laquelle pour vous donner des exemples de dates significatives dans l'histoire marocaine. Donc c'est vraiment de comprendre que l'histoire est quelque chose d'important, mais que nous devons comprendre, nous devons essayer de la sociologiser et de la lire avec des concepts empruntés aux sciences sociales, l'anthropologie, la science politique, l'économie politique, mais également la linguistique, par exemple, parce que, effectivement, travailler sur la production discursive de l'histoire, c'est important, on voit des exemples tout à l'heure. Donc, le souci de sociologiser le passé et de restituer la part de ce passé dans le présent. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas penser l'immédiateté du politique, par exemple l'État ou la monarchie marocaine, si on ne comprend pas précisément son historicité propre. Et si on ne comprend pas cette histoire de longue durée parfois, on va par exemple citer le livre de Balthazzi de Béatrice Simoun, tisser le temps politique au Maroc. Donc si on veut comprendre le Maroc contemporain, ou la France contemporaine, il faut voir la part d'histoire, la part de passé qui est... N'hésitez pas à déplacer les affaires, madame, je suis désolé. La part de passé
dans ce présent immédiat. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de projeter son passé dans le futur. Parce que là, on tombe dans l'évolutionnisme. On tombe dans une vision historiciste des choses, où l'histoire ne serait que la reproduction du passé. Je serais peut-être plus précis sur ce point. Donc voilà, la sociologie historique du politique, c'est ce souci de sociologiser le passé et de restituer la part de celui-ci dans le présent, mais pas forcément dans le futur, si on veut éviter le piège du finalisme, de la téléologie ou de l'historicisme. Mais alors, quid de la comparaison sociologie historique et comparée du politique? Là, je me réfère à l'œuvre d'un grand historien français de la Rome antique, Paul Venn, qui nous rappelle qu'en français, le verbe comparer a deux sens antithétiques. Le poète compare l'amour au feu, pour dire que l'amoureux est dévoré par le feu et que l'amour est identique au feu, il dévore l'amour. Mais l'historien, lui, ne fait pas ça. Il compare compare la démocratie libérale, ce qu'il en reste contemporaine, avec la démocratie grecque. Et la comparaison, là, agit comme une opératrice d'individualisation, comme une opératrice de singularisation, parce qu'immédiatement, on voit la différence. La démocratie athénienne reposait sur l'esclavagisme, ne reconnaissait pas la citoyenneté des femmes, les femmes ne participaient pas à l'agora, etc., etc. Donc, évidemment, derrière cette filiation un peu mystérieuse, cette espèce de revendication de la continuité entre la démocratie athénienne et la démocratie libérale contemporaine, il y a quand même beaucoup de différences et c'est véritablement la comparaison avec comme opératrice d'individualisation qui permet de comprendre cela. Et c'est bien sûr le genre de comparatisme que j'ai fait, comparer les sociétés africaines, par exemple, avec les sociétés européennes. Ça n'est naturellement pas assimilé l'une à l'autre, mais c'est de faire jouer des comparaisons de façon heuristique, de façon inventive, imaginative. C'est notre collègue, l'historien Giovanni Levi, mais on retrouve un peu cette idée chez Paul Venn, qui nous dit que la comparaison, elle consiste à partager des questions, mais pas des réponses. Je crois que le mot effectivement partager des questions, mais bien sûr les différences, les réponses que l'on peut apporter d'une société à l'autre sont différentes. Alors là, je crois que la sociologie historique et comparée du politique, elle a 3 ennemis, ce qui est imprudent d'un point de vue maoïste. Je crois qu'il faut saluer la place principale. Elle a 3 ennemis. Le premier ennemi, c'est l'évolutionnisme, qui est une idée très positiviste héritée du XIXe siècle. On est dans le progrès. On est dans la mission civilisatrice, on est dans l'ajustement structurel, on est dans les réformes néolibérales, etc. Et tout cela va amener la grande lumière, le paradis sur Terre. Théoriquement, on ne devrait plus trop y croire, parce que cette vision positiviste nous amenait de catastrophe en catastrophe. Mais apparemment, vous avez encore des réformateurs qui continuent à y croire et qui continuent à réformer pour apporter le paradis sur Terre. Et bien sûr, du point de vue, du point de vue des sciences sociales, on sait très bien que ça ne marchait pas comme ça. Et qu'en réalité, l'histoire n'est malheureusement pas un conte enchanteur de progrès, et que l'historicité propre des sociétés politiques, ce n'est pas le long fleuve tranquille de la réforme ou de la révolution ou de la mission civilisatrice. Le deuxième ennemi, et alors ça c'est mon vieil ennemi, c'est le culturalisme. L'explication du monde par la culture. Les Chinois adorent les
suisse chinois, parce que c'est leur culture. Les musulmans sont bien sûr misogynes. Les Africains sont de grands enfants naïfs et les Occidentaux sont des gens, bien sûr, qui ont tout compris, etc., etc. Ils ont une culture qu'il faut défendre. Ça ne marche pas du tout comme ça, et malheureusement, c'est peut-être une idée un peu désagréable à partager avec vous, mais nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas d'identité. Nous sommes des animaux culturels qui produisons de l'identité, mais évidemment, nous avons tous plusieurs identités. Dans une seule journée, on est simultanément parents ou enfants, étudiants ou professeurs, patients ou médecins, etc., croyants, et il y a d'autres moments où on fait autre chose que croire dans la journée, etc., etc. Donc ce qui compte, au fond, c'est de comprendre, et là, moi, il y a une idée du philosophe Deleuze que j'aime beaucoup, c'est que le concept doit dire non pas l'essence, mais l'événement. Donc, nous n'avons pas d'essence marocaine ou musulmane, chrétienne, quoi que ce soit. Nous sommes un événement et nous produisons notre propre histoire, nous produisons nos propres identités. Donc, il faut non pas parler d'identité, mais d'identification. Nous nous identifions, nous sommes identifiés. Et l'identité est un événement, ce n'est pas une essence. Et de la même manière, nous sommes des animaux qui produisons notre culture, nous produisons notre islam, nous produisons notre Maroc, nous produisons notre France, ou je ne sais quelle idéologie ou religion. Nous sommes dans une logique de production, et non pas dans une logique d'identité ou d'héritage. Alors évidemment, nous produisons par rapport à nos pensées. Mais la manière dont l'islam aujourd'hui est interprété par la foi des croyants, la manière dont la littérature, je veux dire, l'arabe ça ne veut pas dire grand-chose, mais parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de littérature par là, mais la manière dont la littérature française ou la littérature occidentale ou le christianisme sont pensés, évidemment, c'est par rapport à un passé, mais nous les pensons dans un monde contemporain. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, dans l'ishtiad, nous sommes tous dans l'interprétation. Donc voilà, le culturalisme, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre grand ennemi, scientifiquement, et éventuellement, mais ça appartient à chacun d'entre nous, politiquement parlant. Et puis troisièmement, enfin moi j'ai un autre ennemi, c'est ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. C'est-à-dire le primat qui est donné à l'intentionnalité des acteurs. Pensez qu'il y a des acteurs qui font des choix rationnels, et vous savez qu'aujourd'hui, le choix rationnel, c'est vraiment la Covid-19 de la science politique, notamment américaine. Si vous ouvrez la revue américaine de sciences politiques, si vous n'avez pas Bac plus 9 en mathématiques, vous ne comprenez rien. Parce que tout est mis en équation, et nous sommes supposés être des animaux rationnels, et tous les matins nous faisons des choix rationnels pour savoir si on est musulman, pourquoi on l'est, si on est chrétien, pourquoi on l'est, etc. Et à gérer tout ça de façon rationnelle. Moi personnellement, et pour des raisons très subjectives, c'est pas un monde dans lequel je me reconnais franchement, parce que je sais que je suis profondément irrationnel, et que nos raisons, notamment nos raisons politiques, n'ont pas grand-chose de raison. Et donc cette idée que les acteurs ont des intentions, et que le monde est mis en intention, il peut être mis en intention, mais lui-même ne se met pas en intention. Et donc c'est cette fameuse ironie de l'histoire, ce sont ces fameux paradoxes, ce sont ces convergences, et rien ne marche naturellement comme le voudraient les réformateurs. Comme on dit parfois, le diable est dans le détail, les réformes sont pleines de détails et non pleines de diable. Et que rien ne marche comme, et de ce point de vue, toute pensée ingénieure du social est vouée à l'échec. Parce que les ingénieurs, c'est peut-être très bien pour faire des ponts, j'en suis même convaincu, sinon je n'emprunterai pas du pont. Donc j'ai confiance dans les ingénieurs quand je monte sur un pont ou dans un avion, mais je pense que les ingénieurs sont de très mauvais chercheurs et de très mauvais hommes politiques. Et ça en France, on pourrait vous en parler assez longtemps. Alors,
il y a deux manières de prendre ce livre. Il y a une manière de... C'est un livre de sciences sociales, bon, ça c'est indéniable. Après, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais livre de sciences sociales, mais c'est un livre de sciences sociales. Et ce livre de sciences sociales, il s'inscrit dans la continuité de mon itinéraire, mais je voudrais le résumer en un seul mot, ou en une seule formule. Je crois que l'une de mes ambitions, et je ne sais pas du tout si j'arrive à y répondre, l'une de mes ambitions, c'est d'arriver à penser simultanément la domination politique, au sens weberien du terme, donc le Herrschaft, sans aucune connotation politique particulière, comment s'exerce le gouvernement d'une société au sens large du terme. Donc la domination politique, y compris en ce qu'elle est acceptée, plus ou moins, par les sujets ou les citoyens d'une société politique donnée. Donc de penser simultanément la domination politique, l'économie politique et l'imaginaire culturel d'une société. Et là, bon, ben, je fais un peu un aveu, qui est l'aveu de mon âge. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans un moment scientifique, qui était grosso modo celui des années 1970, ça ne rajeunit pas, où vous aviez en France un marxisme quand même assez triomphant, mais vous aviez également des gens très importants comme Michel Foucault, comme Gilles Deleuze, comme Castoriadis, etc. Et vous aviez des écoles universitaires qui s'affrontaient. Tous ces gens étaient plus âgés que j'étais, à l'époque j'étais étudiant. Et j'avais un peu le réflexe de dire, mais enfin, bon, pourquoi tous ces gens se chamaillent-ils de cette manière-là? Parce qu'au fond, ils parlent de la même chose. Leur vocabulaire n'est pas le même, mais par exemple, vous aviez une espèce de guerre de religion entre les disciples de Marx, les disciples de Max Weber, et puis aussi peut-être les disciples de Michel Foucault. Bon. Et moi, en étudiant peut-être un peu naïf, peut-être un peu écuménique, je me disais, pourquoi tant de haine entre des gens qui s'efforcent de penser la même chose? Et si vous lisez Michel Foucault, vous trouvez beaucoup des questionnements de Max Weber. Foucault n'aimait pas trop qu'on lui pose la question, parce que, voilà, mais au fond, il est très profondément weberien, peut-être sans le savoir ou sans trop le vouloir. Mais Max Weber n'a jamais été anti-marxien. Simplement, il s'intéressait à autre chose, il s'intéressait peut-être à plus à ce qu'on qu'appellerait aujourd'hui une dimension culturelle, à condition de laisser tomber le concept de culture, ou en tout cas de le prendre dans son acception weberienne, qui est une conception très riche. Max Weber était tout sauf culturaliste. On lui fait dire des sottises quand on lui fait dire qu'il explique le capitalisme par le protestantisme. Il n'a jamais écrit ça. Mais Max Weber considérait, il avait de la considération pour l'œuvre de Marx. Et si vous prenez Marx tel qu'il est lu par un grand philosophe français, Michel Henry, pas très bien respecté par l'université française, parce qu'il avait le malheur d'être chrétien, et que, évidemment, dans une université très laïcarde, d'être un philosophe chrétien, ça ne veut pas mon genre. Quoi. Mais Michel Henry était un grand spécialiste de Marx. Il dit, bon, le marxisme, c'est l'addition des contresens sur Marx, parce qu'au fond, Marx, c'est un penseur de la subjectivité. C'est pas du tout un penseur de l'infrastructure, c'est un penseur de la subjectivité. Et donc, vous pouvez lire Marx d'une manière très weberienne, dans un sens, ou très foucaldienne, c'est-à-dire que Marx vous parle de la subjectivité. Donc voilà, moi j'ai essayé de réconcilier dans les différents travaux ces trois niveaux d'analyse. Penser la domination politique avec ses spécificités, ses logiques propres, penser cette domination politique à la lumière également de l'économie politique. Alors moi, l'économie politique, c'est pas mon fort, mais des gens comme Jean Coucy, un économiste français du développement qui malheureusement est décédé, ou Béatrice, ou Olivier Vallée, donc ils sont des collègues avec lesquels j'ai travaillé.
ils m'ont fait comprendre quelque chose qui était très réconfortant pour moi, parce que j'ai jamais dépassé, je crois que j'ai même jamais compris ce que c'était qu'une équation du premier degré. Mais quand j'ai commencé à comprendre, enfin, quand on a commencé à m'expliquer qu'on pouvait faire de l'économie sans chiffres et sans statistiques, j'étais très rassuré, parce que je me suis dit qu'après tout, je pouvais peut-être comprendre quelque chose. Et donc, l'économie politique, c'est effectivement très important pour comprendre la domination politique. Et on n'est pas forcé d'être très calé en maths pour intégrer des raisonnements d'économie politique. Et puis, toute cette dimension culturelle du politique, parce qu'au fond, ma difficulté, et c'est ce que j'avais essayé de faire dans l'illusion identitaire, c'est que on comprend très bien que toutes nos actions sont des actions culturelles. C'est même, si vous prenez l'acte politique le plus élémentaire qui soit, celui qui consiste à tuer votre adversaire politique, c'est un acte assez basique, et qui relève plutôt de physique du corps, hein. Bah, même cet acte, il est culturel, parce que vous n'allez pas le tuer de la même manière d'une société à l'autre. Vous n'allez pas assassiner votre adversaire politique ou votre concurrent économique de la même manière en Sicile. Là, vous allez le tuer avec la loupara, ou avec la carabine ou le canoncier, ou vous allez le couler dans le béton. Au Kenya, vous allez le tuer d'une manière complètement différente. Bon, vous allez en faire une meatball, comme dit gentiment un journaliste, on l'a retrouvé là avec meatball. Vous allez le couper en petits morceaux parce que c'est une signification symbolique forte. Donc cet acte, il est construit culturellement. Et toute la difficulté, c'est de penser que tous nos actes sont des actes culturels, des actes économiques, des actes sexuels, religieux, politiques, etc. Tous ces actes sont des actes culturels, mais le paradoxe, c'est que les concepts de culture et d'identité nous empêchent de les comprendre. C'est ça la difficulté. Donc voilà, moi ce livre, il essaye de penser simultanément ces trois angles de la domination politique, les logiques propres du politique, les logiques culturelles du politique et les logiques économiques. Et là, bien entendu, il faut essayer de mobiliser l'ensemble des forces que nous avons. Par exemple, dans le chapitre 5 du livre, j'essaye de penser les styles de la domination. Dans chaque société, il y a un style de la domination. Mais il y en a plusieurs autres. Il y a pas... Parce que si vous dites qu'il y a un style de la domination, vous réintroduisez par la fenêtre le concept de culture politique que vous avez chassé par la fenêtre. Dans une société comme le Maroc, mais je parle sous votre contrôle, mais, sans dire des sottises, vous avez un style dominant qu'on appelle, à tort à raison, et je sais que le terme est très contestable, etc., le Marcel. Et ce style, il est très complexe, et évidemment, Oleg Bouzy a écrit dès son livre sur l'islam monarchie, des choses très subtiles. C'est évidemment une vision, comme on dirait en Côte d'Ivoire, des grands du haut, bon, bien sûr, mais les grands bas du bas, Madame ou Monsieur ou du Maroc, tout le monde, s'est approprié ce style. Il y a tout un style d'échanges sociaux, pour reprendre la formule du grand historien Peter Brown, qui lui aussi travaillait sur Rome, la Rome antique. Il y a tout un style d'échanges sociaux que vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes dans le bocal, mais que moi, comme Français, je vois immédiatement, parce que je suis moins familier de la société marocaine, que je vois, y compris en prenant le tram, où il y a tout un style d'échanges sociaux qui font que tout ça tient plus ou moins ensemble. Et donc il y a des significations imaginaires sociales, comme dirait Castoriadis, qui font le tenir ensemble de la société. Mais il y a d'autres styles qui circulent. Les militants du PJD n'ont peut-être pas la même conception de ce qu'on appelle comme ça, de Marzel, ce que je préférerais qualifier au sens foucaldien du terme, la gouvernementalité marocaine, c'est-à-dire ce point de rencontre entre les techniques de domination des autres et les techniques du soi. Donc les gens du PJD n'ont pas forcément la même conception.
Vous pouvez avoir des militants de gauche, d'extrême gauche, qui font partie de l'histoire du Maroc, et qui ont eu un rôle important dans l'histoire du Maroc jusqu'à aujourd'hui, dans la cause des droits de l'homme, dans la cause de l'environnement, dans la défense des Palestiniens, etc. Donc ils sont tout autant marocains. Ils connaissent le code, ils connaissent, mais évidemment, ils vont avoir d'autres références, le marxisme ou l'altermondialisme ou je ne sais quoi. Bon. Vous avez bien sûr au Maroc des citoyens et des sujets qui religieusement ne vont pas se définir de la même manière. Les uns sont musulmans, les autres sont juifs, peut-être y a-t-il, j'en sais rien, des chrétiens. Donc voilà. Et les styles de la domination, je crois que c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas les comprendre dans les termes du culturalisme. Je ne veux pas non plus les comprendre dans les termes de l'idéalisme, parce qu'un style, c'est pas simplement un discours, au sens, c'est un imaginaire, et cet imaginaire, il passe par des techniques du corps. Vous avez une manière de saluer, vous avez une manière de compris corporelle qui n'est pas exactement la même d'une société à l'autre. Ça, au Maroc, on le voit très bien. Et d'ailleurs, quand vous êtes un étranger, très rapidement, votre corps, de manière plus ou moins maladroite, j'imagine, va faire écho aux messages corporels que vos interlocuteurs vous envoient. Donc, et ça, dès que vous arrivez, dès que vous êtes dans la queue devant les passeports, vous intégrez le code. Sans doute maladroitement, encore une fois, mais ça passe par les techniques du corps. Ça passe par le vêtement. Et même le vêtement occidental ne va pas être porté exactement de la même manière au Maroc, en France, en Italie, enfin, les différentes parties du monde, aux États-Unis. Vous avez des codes vestimentaires qui sont très subtils. Vous avez des codes alimentaires. On parlait du couscous, bon, c'est un sujet fascinant parce que pour déchiffrer le concept de culture, vous avez bon, évidemment chacun des pays du Maghreb a le plus gros couscous du monde. Vous ferez remarquer que le couscous est assez indifférent à Dieu. Et que, par exemple, le couscous n'est pas pratiqué en Méditerranée orientale, alors qu'en Méditerranée orientale, la feuille de vigne est tout à fait œcuménique, et que les religions s'y retrouvent. Donc, je trouve très intéressant d'introduire ces dimensions comme ça qui paraissent un peu triviales, hein, parce que ça fait complètement exploser des interprétations simplistes. Donc, pour comprendre un style de domination, il faut véritablement, on ne peut être ni idéaliste, ni naturellement matérialiste. Vous n'avez pas évidemment l'alimentation ou le vêtement n'est pas la surdétermination du style de la domination. Et puis, dans ce chapitre 5, je mobilise un grand. Il n'était pas à proprement parler un linguiste, c'était un publiciste ou un spécialiste d'études culturelles, c'est Victor Klemperer, hein, qui était donc un professeur d'université allemand. Sa famille était juive, il était marié à une luthérienne, et il a vécu de manière dramatique toute la période du national-socialisme en restant en Allemagne dans des conditions épouvantables parce qu'il était marié à, entre guillemets, une Arienne qui a pu survivre et être miraculeusement sauvé par le bombardement de Dresde qui lui a épargné la déportation à laquelle il était promis le soir même du bombardement. Et lui, donc, pendant toute cette période, a développé une analyse de ce qu'il appelait la langue du Troisième Empire, la langue du Troisième Reich, et il a montré comment le vocabulaire, la langue mise en œuvre par le Troisième Reich a joué le rôle d'un arsenic, en quelque sorte, d'un poison. Tous les jours, les Allemands ingurgitaient une petite dose de ce poison, de la langue du Troisième Reich, et comment progressivement, même pour critiquer le Troisième Reich, ils en empruntaient les catégories et le vocabulaire et la grammaire.
Et ça, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, nous prenons notre petite dose d'arsenic néolibéral, par exemple. Où tous les jours, les Russes prennent leur petite dose d'arsenic poutinien. Et la liste est longue. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que cet ouvrage est effectivement un manifeste pour une sociologie historique et comparée du politique qui mobilise véritablement l'ensemble de nos disciplines dans un esprit de dialogue. Je crois que chacune de nos disciplines a effectivement ses propres référentiels, ses propres, il ne s'agit pas de noyer tout cela dans une espèce de robinet de tiède ou comme ça, d'écuménisme scientifique un peu niais. Je pense qu'au contraire, il faut rester dans les logiques de nos disciplines respectives, mais véritablement les mettre en dialogue. Et je pense que cette démarche nous permet de reconsidérer à nouveau frais, comme on dit pensée universitaire moderne, de reconsidérer à nouveau frais quelques-unes des grandes crises politiques auxquelles nous sommes confrontés. Parce qu'une deuxième manière de lire ce livre, c'est une manière très politique. Et j'assume complètement ça. C'est un livre ennuyeux de sciences sociales, d'accord. Mais je pense que ça peut être également un livre utile politiquement, parce que c'est le livre de ce que Foucault nommait un intellectuel spécifique. L'intellectuel spécifique chez Foucault, c'est le contraire de l'intellectuel engagé à la française, dont le dernier produit dérivé et passablement dégénéré serait Bernard-Henri Lévy, qui a quand même inspiré au président Macron une idée géniale d'une coalition anti-Hamas, qui a fait un flop diplomatique absolu, comme si personne ne croit d'équipe de fois, à commencer par le Quai d'Orsay. À cette idée fumeuse. Donc l'intellectuel engagé à la française aujourd'hui, c'est celui qui parle de tout et de n'importe quoi, et surtout de ce qu'il ne connaît pas. L'intellectuel spécifique foucaldien, c'est un peu différent. C'est qu'il va mettre son savoir supposé, et sans doute contestable, mais enfin ce sur quoi il a travaillé, sa compétence supposée, ce sur quoi il a travaillé, au service du débat public. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire pour blague avec mon collègue pour savoir où va la France, par exemple. C'est une référence à un éditorial un peu sanglant que j'avais écrit dans l'été dans le journal Je vois Le Temps, à propos de Macron. Et donc, l'intellectuel spécifique, il va s'efforcer de nourrir le débat. Alors, je vais en prendre deux exemples pour finir, je te rassure. Le premier exemple, la guerre d'Ukraine, ou aussi bien la guerre entre Israël et le Hamas, ou les événements par exemple l'actualité politique en Inde avec Modi. Je pense que ce livre insiste beaucoup sur le passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Je ne rentre pas dans la problématique parce que je pense que la lecture du livre de Béatrice Simon et de Mohamed Tozi sont un peu plus éclairantes parce qu'il y a un cas concret qui est le cas du Maroc. Donc pour moi, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une succession. Il y a des empires, effectivement, au XIXe siècle, il y a un empire, puis aujourd'hui, il y a des États-nations. Je pense que c'est plus compliqué que ça, on est plus dans une logique de compénétration. Mais bon, tout ça, je vous renvoie vers le livre Tisser le temps politique au Maroc. Mais admettons cette idée que nous sommes du 19e au 21e siècle, nous sommes dans un moment de basculement d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Le monde d'empire, enfin l'empire, il fonctionne, il gère la différence. Il reconnaît la diversité et la différence au sein de son empire, et il gouverne, il domine à travers la reconnaissance et l'utilisation de ces différences, et par la production de différences. Le monde d'État-nation, c'est un monde centralisateur qui unifie politiquement et culturellement, et dont la logique politique est à peu près inévitablement la purification ethnique. Alors vous pouvez avoir la purification ethnique maximale, qui est le génocide, par exemple le génocide des Arméniens,
Vous pouvez avoir la purification ethnique, entre guillemets, soft, par assimilation culturelle, celle qu'on connaît assez bien en France, et qui a pratiqué, par exemple, la République kémaliste avec les Kurdes, donc on réprime un peu, bien sûr, mais c'est surtout de l'assimilation culturelle. Et puis, vous avez toutes les logiques intermédiaires, notamment celle de la purification ethnique, où on tue suffisamment pour faire partir le reste de la population, mais sans prétendre l'annihiler dans une logique génocidaire. Si vous prenez la guerre d'Ukraine, c'est une guerre de passage de l'Empire à l'État-nation. Et je vous rappelle que cette partie de l'Europe, en fait, est une combinatoire impériale et où s'articule, dans la compénétration des durées, l'Empire, enfin ce qu'on appelait la République lituano-polonaise. Hein, l'Ukraine a été une bonne partie de l'Ukraine a été lituano-polonaise jusqu'à la fin du XVIe, jusqu'à la fin du XVIIe, jusqu'au début du XVIIIe siècle. L'Empire des Romanov, ce qui fut l'Empire, bon, si on dit ukrainien, c'est évidemment un anachronisme, de Kiev, l'Empire austro-hongrois, notamment avec l'ouest de l'Ukraine actuelle, la Galicie, qui a été austro-hongroise jusqu'en 1918, 19, qui ensuite est devenue polonaise et qui ensuite a été annexée par la République soviétique d'Ukraine, et puis l'Empire ottoman, qui a exercé sa domination politique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sur les Crimées. Et tous ces empires restent très présents. On ne peut pas comprendre la politique d'Erdogan par rapport à la guerre d'Ukraine si on oublie que la Crimée a été une province ottomane, et si on oublie qu'une bonne part des élites turques actuelles sont d'origine tatare. Les Tatars sont présents, de même que les Albanais, de même, ils font partie, y compris des élites politiques turques. Si vous allez dans le ministère des Affaires étrangères à Ankara, c'est plein d'Albanais, c'est-à-dire d'Ottomans albanais qui se sont réfugiés, et qui sont des Albanais de sang, les musulmans. Donc cette guerre d'Ukraine, on ne peut la comprendre qu'à la lumière de ce basculement d'un monde d'empire à un monde des nations, dont malheureusement l'ingénierie de base et la purification ethnique, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est bien à cela. Après, est-ce qu'il faut conceptualiser cela en termes de génocide? Vous savez que c'est la grande question des enfants déportés, qui est portée devant la Cour pénale internationale, ou non, je ne suis pas juriste, je ne peux pas répondre. Et puis, tout cela, naturellement, est adossé aux épisodes atroces de la Shoah, de toutes les inondations staliniennes, etc. Israël-Palestine, on est exactement dans cette logique. L'histoire de la Palestine au sens historique du terme, y compris dans cette dimension sioniste, c'est une histoire de passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, avec là aussi des combinatoires d'empire, parce que vous avez la strate ottomane, et tout le droit foncier d'Israël, de Jérusalem notamment, et le droit foncier ottoman. Vous avez la strate impériale britannique, avec le mandat. Vous avez la strate, alors là, c'est toute la polysémie du terme colon. Est-ce que Israël est un État? Est-ce que le projet sioniste est un projet colonial? Les Israéliens se sont eux-mêmes donné des bâtons pour se faire battre, parce qu'avec le terme de colon en Cisjordanie, ils jouent eux-mêmes une balance. Bon. Et donc, moi, je ne suis pas spécialiste de cette partie du monde, donc je peux poser la question, mais je n'ai pas de réponse ou de compétences propres pour y répondre. Mais on voit très bien que ce qui se passe de manière tragique aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie, est une question de passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Tout comme ce qui se passe au Liban, en Irak, et d'une certaine manière, ce qui s'est passé au Maghreb, avec le départ des Juifs, ou dans certains pays l'expulsion des Juifs, avec le départ ou l'expulsion des pieds noirs, etc. Donc on voit. Et je vais jusqu'à dire, et vous pensez que je ne fais pas que des amis en le disant, que d'une certaine manière, aujourd'hui, l'Union européenne repose sur cette même logique de purification ethnique. Alors, on n'est pas dans une logique de purification ethnique, mais on voit bien comment les politiques antimigratoires de l'Union européenne
fonctionne comme une pompe à reflux unique. Et comment la définition de la citoyenneté européenne reste religieusement orientée, puisqu'on voit bien que le problème de l'immigration, ce n'est pas que, mais c'est aussi quand même beaucoup, un problème de définition ethno-religieuse de la citoyenneté, puisque ce qui fait problème, c'est l'islam, pas que. Parce qu'on ne peut pas dire que les chrétiens africains soient forcément mieux reçus que les chrétiens, que les Afghans musulmans ou les Africains. Mais quand on parle d'Europe judéo-chrétienne, je voudrais citer un historien qui est d'ailleurs assez contesté, mais enfin peu importe, israélien Shlomo Zand, qui dit ma grand-mère aurait beaucoup aimé savoir qu'elle était judéo-chrétienne, elle est morte à Auschwitz. Bon. Quand on voit l'Espagne redonner, si je puis dire, c'est aussi un anachronisme, la citoyenneté espagnole aux gens, aux juifs qui peuvent prouver une ascendance ibérique, j'aimerais pouvoir applaudir des deux mains, mais il manque quelques doigts parce que dans l'image, il manque quand même les andalous musulmans. Bon, c'est très beau de reconnaître effectivement les fautes de la Reconquista, comme on dit, mais il faut dans ce cas-là, il faut avoir l'intégralité de l'image. Bon. Donc on voit très bien comment les politiques anti-migratoires européennes relèvent de cette logique également. Et puis l'Inde, maudit, c'est également une définition ethno-religieuse de la citoyenneté qui repose sur ce passage de l'empire morolo-victorien, hein, si je puis dire, du Raj britannique, un empire, et qui bascule dans une définition stato-nationale qui est une définition ethno-religieuse. Et puis le dernier exemple, répondre quand même à votre première question amicale de tout à l'heure, Macron, évidemment, on peut en dire beaucoup de choses. On peut en dire des choses. J'ai une telle idée de citoyen à propos d'Emmanuel Macron, c'est très bien, mais ça n'intéresse pas grand monde. L'apport peut-être de la sociologie historique et comparée du politique, c'est de rappeler que Emmanuel Macron, il se situe dans la continuité d'un style de domination et d'une conception de l'État français qui a son historicité et qui est une historicité relativement longue. Et lui-même ne le sait peut-être pas, encore que parfois il a des lapsus dont on ne sait pas s'ils sont freudiens, enfin si ça relève de son expression politique ou si elle le revendique. Cette continuité, elle se noue grosso modo pendant Thermidor, c'est-à-dire dans cette période juste après la terreur de la Révolution française, les conventionnels qui n'ont pas encore été purgés par la terreur de Robespierre se ressaisissent, font guillotiner Robespierre et se reproduisent, on parlait de perpétuel, ils se perpétuent au pouvoir sous la forme collégiale du directoire. Et les gens du directoire se qualifiaient, on a commencé à parler à cette époque de l'extrême système. C'est-à-dire c'était des gens qui voulaient institutionnaliser les acquis de la Révolution française, à leur profit naturellement, et donc vous avez à la fois la perpétuation au pouvoir et l'accumulation primitive de capital. On utilise la position de pouvoir pour s'emparer des biens nationaux collectivisé en quelque sorte par la Révolution française, hein, et on professionnalise cette élite révolutionnaire de 1789, elle se professionnalise comme classe dirigeante, comme classe politique professionnelle, hein, avec cette image possiblement du réformateur, et tout ça va donner Napoléon va être plus ou moins reconduit par la monarchie après la Restauration, va inspirer les Saint-Simoniens, qui vont fournir la grande élite dirigeante du Troisième Empire, enfin du Second Empire de Napoléon III. Et cette logique, elle va se reproduire sous la Troisième République jusqu'à la Cinquième République, avec notamment le grand mouvement, le grand moment fondateur de la Cinquième République. Hein, cette image comme ça de la réforme politique portée par le général de Gaulle, mais avec toute une administration derrière qui elle-même avait été très puissante et très modernisatrice pendant la Quatrième République. Et naturellement, cette conception du pouvoir, vous la connaissez bien
Maroc, parce que d'une certaine manière, le Maroc se l'est approprié à travers le protectorat et à travers la modernisation conservatrice de la monarchie marocaine. Et Macron, loin d'être l'homme nouveau, un peu pentecôtiste, qui s'est électoralement vendu quand il a été élu en 2017, si mes souvenirs sont bons, Macron est la pure continuation de cet extrême centre. Et lui-même, à un moment donné, parle d'extrême centre. Donc Macron, on ne peut le comprendre que dans les termes de ce libéralisme autoritaire qui est un des styles de la domination en France. Et ce qui est très intéressant chez Macron, d'un point de vue purement scientifique, c'est qu'il représente parfaitement mon triangle. Il est, comme je l'avais dit méchamment à propos de Sarkozy, libéral pour les riches, national pour les pauvres, donc il est l'incarnation aussi de l'État-nation. Il flirte avec le roman national, quand il était en pré-campagne présidentielle, il était allé voir Jeanne d'Arc à Orléans, il visite le Puy du Fou, de Disneyland de Philippe de Villiers, dont le personnage m'a marqué à droite. Il se pense un peu, il flirte avec le répertoire monarchique français, il nous a expliqué qu'on était nostalgique de notre roi, et donc il est comme ça dans à la fois très libéral, très enfin start-up nation, mais prenant tous les clichés les plus éculés du roman national français. Il conjugue, et bien sûr, le particularisme et le provincialisme de l'universalité à la française, puisque par définition, la France est la terre sacrée de l'universalité. Il va expliquer à ces bons sahéliens, avec le succès que vous connaissez, qui n'ont rien compris au film, qui doivent vraiment adhérer à l'universalité française et laïque. Bon. Donc je pense que Macron, on peut évidemment dire beaucoup de mal politiquement, mais ça c'est le problème des Français, ou éventuellement peut-être des Marocains, mais dans une enceinte universitaire, on doit comprendre, à la lumière de la sociologie historique et comparée du politique, le personnage Macron, il a son historicité propre qui est celle de la société française. Voilà, quelques idées tirées du bouquin, mais naturellement je suis à votre disposition pour répondre à vos critiques et à vos questions. Je vous remercie de votre attention.